Salut à tous, comment ça va? Alors, comme vous le savez, venir vivre au Japon, tout comme dans n'importe quel autre pays étranger, c'est pas toujours facile, que ce soit s'adapter à la culture locale, apprendre la langue, s'intégrer dans la société. Voilà, il y a une différence significative entre quelqu'un qui vient au Japon en tant que touriste et quelqu'un qui vient pour s'installer, travailler et y vivre. Et parmi toutes ces choses, il y en a certaines auxquelles vous allez certainement être confrontés sans forcément le savoir dans un premier temps, et ça, ce sont les choses qui sont interdites aux étrangers. Alors, petit disclaimer rapidement, même si dans cette vidéo on va surtout parler des choses interdites aux étrangers au Japon, je tiens tout de même à insister sur le fait que des choses comme ça, en réalité il en existe un peu dans tous les pays. Mais il n'en reste pas moins intéressant de voir comment ça se passe quand t'es étranger au Japon, et surtout de connaître le contexte historique de ces choses-là, pour comprendre pourquoi ça existe. Enfin voilà, on a pas mal de choses à dire dans cette vidéo, donc moi je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, et juste avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un service qui pourrait pas mal vous aider, si vous aussi vous souhaitez vous installer au Japon ou dans un autre pays étranger, Italki. Alors Italki, pour faire simple, c'est une plateforme en ligne qui est disponible sur ordinateur, tablette, smartphone et qui vous permet en gros de rentrer en contact avec des professeurs de langue à travers le monde entier. Il y a plus de 150 langues disponibles, parmi lesquelles l'anglais, l'espagnol, le coréen, le suédois, le japonais bien sûr. Il y a même pour vous dire des professeurs d'espérantos. Enfin voilà, vous avez quand même un choix assez colossal. Et pour chaque langue, vous avez un large choix de professeurs et de prix, ce qui vous permet vraiment de trouver celui qui correspond le plus à vos attentes. Par exemple, si vous souhaitez apprendre le japonais pour comprendre un petit peu mieux vos animés préférés, ou si vraiment vous voulez master le japonais pour venir vivre au Japon plus tard, là vous pouvez vraiment trouver des professeurs qui vont s'adapter à votre niveau actuel, et ça c'est plutôt cool. Pour vous dire, j'ai même trouvé des professeurs de japonais qui parlent français sur le site. Et donc j'en ai profité pour essayer moi-même un petit peu la plateforme, et j'ai pris un cours avec Mana, qui est donc une japonaise qui enseigne le japonais sur Italki, et elle a vécu pendant 1 an à Lyon, ce qui fait qu'elle parle aussi le français. Je vais déménager au Maroc. Ah trop bien. C'est un boulot dans quoi? Enseignant de japonais Ah trop bien. à l'université. Et pour vous donner mon avis concret sur Italki après l'avoir utilisé, écoutez, je trouve ça assez efficace. C'est-à-dire qu'en gros, vous réservez votre cours avec le ou la professeur de votre choix, ensuite vous accédez à une interface où vous êtes donc en visio avec le professeur qui peut vous partager en direct des fiches de cours, corriger vos erreurs, etc. Enfin voilà, c'est vraiment super intuitif, et ma petite séance avec Mana, elle était super intéressante. Et d'ailleurs, si parmi vous il y a des gens qui veulent apprendre le japonais, écoutez, je vous la conseille comme professeur parce qu'elle est vraiment cool. Enfin voilà, vous le savez certainement parce que j'arrête pas de vous le rabâcher sur cette chaîne, mais le fait de parler, le fait d'écouter, le fait de conversationner dans une langue, c'est la meilleure méthode pour l'apprendre. Et effectivement, je trouve que Italki c'est plutôt une bonne solution pour se baigner un peu dans une nouvelle langue avec des natifs. À savoir d'ailleurs qu'il y a tout un aspect communautaire sur le site avec des podcasts, des quiz, des exercices qui sont mis en ligne par les professeurs et par les membres de la communauté Italki, et tout ça de manière totalement gratuite, ce qui rend d'autant plus l'expérience assez cool. Donc écoutez, moi je vous laisse un lien dans la description pour vous aussi vous créer un compte chez Italki, c'est totalement gratuit et je peux que vous conseiller d'essayer vous-même le service parce que je pense que ça peut être un véritable plus dans votre apprentissage d'une nouvelle langue. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Italki pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Le sang. Ah, le sang. A, B, ABO. Alors ça vous le savez très certainement, c'est ce qu'on appelle le système ABO, c'est ce qui nous permet de différencier les groupes sanguins de chaque individu sur la planète. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous vous en foutez un petit peu, on va pas se mentir, c'est assez rare dans la vie de tous les jours qu'on se pose la question de son groupe sanguin, à part dans des cas qui relèvent du médical bien sûr. Mais au Japon, ce fameux système ABO, qu'on appelle Ketsuekigata ici, il est pas mal pris au sérieux par une grande partie de la population, à tel point que c'est même très rare de rencontrer un japonais qui connaît pas son propre groupe sanguin. Mais pourquoi ça, vous me direz? Est-ce que les japonais sont plus souciants de leur santé? Est-ce qu'ils sont souciants des autres et aiment connaître leur groupe sanguin pour savoir s'ils sont compatibles en cas d'accident grave? Eh bien, pas du tout. Non, en réalité, il existe une vieille croyance au Japon selon laquelle le groupe sanguin, ça permet de prédire la personnalité et même la compatibilité de chaque personne. C'est un peu un espèce d'horoscope du sang, si vous voulez. Genre, pour vous donner des exemples, si vous êtes du groupe A, alors vous êtes honnête, créatif, sensible, et vous êtes têtu. Si vous êtes du groupe B, par contre, là vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un d'actif, et vous êtes égoïste et irresponsable. Ensuite, pour les AB, là vous êtes des gens calmes, des gens rationnels, mais vous êtes très critiques et très étourdis. Et enfin pour les O, comme moi, vous êtes confiants, vous êtes optimistes, mais vous êtes vaniteux et froid. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous reconnaissez là-dedans, mais en fait il faut savoir que comme tous les horoscopes et autres trucs dans le genre qui sont censés vous expliquer quel type de personne vous êtes, sur la base de choses futiles comme votre sang ou votre date de naissance, en réalité il n'y a aucun test scientifique qui a pu prouver quelconque corrélation entre votre groupe sanguin et votre personnalité, ce qui en fait une simple superstition. D'ailleurs, la chose qui est très drôle avec cette superstition, et que je vous avoue j'aime bien pointer, j'aime bien montrer quand je parle personnellement avec des japonais, c'est que dans la majorité des cas, lorsque vous dites votre groupe sanguin à un japonais, sa réponse ça va être un truc du genre ouais mais c'est fou, ton caractère il correspond tellement pas à ton groupe sanguin, moi je pensais que t'étais A. Non, je vous jure, j'entends plus souvent des gens parler du groupe sanguin des autres en leur disant que ça leur correspond pas plutôt que ça leur correspond. Si à chaque fois ça tombe pas juste, c'est peut-être qu'à la base il y a un problème. Je dis ça, je dis rien. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, ne soyez pas surpris si un japonais vous demande votre groupe sanguin lors d'une conversation. Ici, c'est aussi courant que de vous demander votre signe astrologique. Pour vous dire, c'est tellement un délire ici qu'il y a même des agences de rencontres qui se basent sur le groupe sanguin pour trouver le partenaire le plus compatible.
Et c'est surtout ouf en fait de se dire que cette superstition elle soit restée au Japon quand tu sais qu'à l'origine, ça part d'une théorie du scientifique Karl Landsteiner, je sais pas si je l'ai bien prononcé, une théorie qui a même été reprise par les nanas, on va pas dire le nom, pendant la Seconde Guerre mondiale pour appuyer leur théorie de race supérieure, et qui a ensuite été introduit au Japon par Furukawa Takeshi, et lui il expliquait que c'était le type sanguin forcément, qui faisait que les peuples Ainu au nord du Japon, eux ils étaient gentils, et que les gens de Taïwan, qui étaient occupés par le Japon à l'époque, eux c'était des vilains rebelles. Oh bah oui, bien sûr que c'est le type sanguin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors attention, aujourd'hui bien sûr, tout cet aspect-là il a été totalement oublié depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que la grande majorité des Japonais sont même pas au courant de l'origine de leur superstition. Mais pour en revenir aux groupes sanguins de manière plus générale, parce que j'ai pris un gros virage pour vous parler de ça, les groupes sanguins, c'est surtout important pour une chose, et c'est non pas la compatibilité amoureuse, mais bel et bien la compatibilité sanguine. Je ne vous apprends rien en vous disant que tous les groupes ne sont pas compatibles entre eux. Si t'es du groupe A, tu peux pas donner ton sang à quelqu'un du groupe B. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, moi je suis O négatif. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire que je peux littéralement donner mon sang à tout le monde, mais par contre je peux le recevoir de personne, à part les autres O négatifs, qui sont extrêmement rares. Coucou. Voilà, c'est certainement mon côté généreux. Je donne à tout le monde. Sans rien attendre en retour. Et donc voilà, forcément, pour éviter d'avoir à chercher une personne dans les parages quand les hôpitaux ont besoin de sang en urgence, il a été mis en place quelque chose qui s'appelle le don du sang, qui vous permet donc, voilà, de manière bénévole, de donner un petit peu de votre sang qui va être stocké et qui permettra, en cas de besoin, de sauver des vies. Et ça, écoutez, c'est super dit comme ça, avoir littéralement la possibilité de sauver les vies de quelqu'un. Mais vas-y, moi je signe direct. Attends, hop, on va prendre rendez-vous. Allô, oui, bonjour. Oui, pour faire un don de sang. J'ai pas le droit. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis français. Ah bon? Et oui, ça peut certainement vous surprendre, mais effectivement, si vous êtes français, enfin si vous êtes européen en réalité, et si vous avez plus de 18 ans aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner votre sang au Japon. Et la raison à ça, alors calmez-vous tout de suite, il n'y a rien de raciste là-dedans, attention, en réalité c'est sanitaire, et c'est à cause de la vache folle. Les plus jeunes d'entre vous, vous voyez peut-être pas de quoi je veux parler, mais en gros la vache folle, pour simplifier au maximum, c'était la grosse crise sanitaire qui a frappé l'Europe dans les années 90, et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu complexe, mais en gros cette crise-là, ça fait que, si vous avez vécu en Europe entre 1980 et 2004, il vous est totalement interdit de donner votre sang au Japon. Et ce, de manière définitive. C'est genre pas, t'attends pas 10 ans et c'est bon, non, tu peux pas, voilà, c'est tout. D'ailleurs, en réalité, c'est pas le cas qu'au Japon, au Canada aussi, par exemple, depuis l'an 2000, il est interdit à tout Français qui a vécu en France entre 1980 et 1996 de donner son sang. Ah bon? Alors, des restrictions comme celle-là, en vrai, il y en a d'autres, en réalité. Genre si vous avez chopé le paludisme récemment, si vous avez chopé la maladie de Chagas, etc. Voilà, toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur le site de la Croix-Rouge. Mais voilà, tout ça pour dire que, si vous venez vivre au Japon, malheureusement, le don de sang... Finito. Ce qui ne vous empêche pas d'en donner quand vous retournez en France, par contre, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous laisse un lien dans la description, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y a des campagnes de dons de sang un petit peu partout, un petit peu tout le temps. N'hésitez pas à faire des dons de sang, vraiment, c'est super important. Le droit de vote. Le droit de vote, alors ça c'est quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais effectivement, quand tu viens vivre au Japon, peu importe le nombre d'années que tu y passes, peu importe ton visa, il t'est totalement impossible de pouvoir voter pour quelconque événement politique. Mais en réalité, même si c'est souvent pointé du doigt lorsqu'on parle du Japon, la question du droit de vote pour les étrangers, c'est quelque chose qui est assez débattu et qui est assez récurrent dans la plupart des pays du monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vis au Japon depuis bientôt 12 ans, je paye mes impôts ici, j'utilise les services publics ici, donc on pourrait se dire que voilà, je mérite de pouvoir voter dans le pays dans lequel je réside. Mais en réalité, un peu partout dans le monde, le droit de vote, il est lié à votre nationalité, et non pas à votre lieu de résidence. Donc en tant que Français qui vit au Japon, moi j'ai pas le droit de voter pour quelconque campagne politique japonaise, par contre, même en vivant à l'étranger, je peux continuer de voter pour la France si j'en ai envie. A savoir d'ailleurs qu'il existe quelque chose qu'on appelle l'exception européenne, qui date du traité de Maastricht en 1922, qui permet à tout étranger qui vient d'un pays membre de l'Union européenne de pouvoir voter aux élections locales et européennes dans les pays de la zone euro. Mais donc, pour en revenir au Japon, cette question-là du droit de vote des étrangers, en réalité elle est débattue depuis des dizaines et des dizaines d'années déjà. Et ça c'est parce que ça concerne entre autres plus d'un demi-million de personnes sur place, les Zainichi. Alors, pour faire simple, Zainichi, traduit littéralement, ça signifie personne qui reste au Japon. Mais en vrai, le terme, il est principalement utilisé pour parler des descendants de Coréens qui sont venus au Japon pendant l'occupation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui va également signer la fin de la colonisation de la Corée par le Japon, même si une grande partie des plus de 2 millions de Coréens qui vivaient au Japon jusque-là sont retournés en Corée, on comptait quand même plus de 650 000 Coréens qui, eux, sont restés sur place. Et la défaite des Japonais à la fin de la guerre, ça a créé une situation assez ambiguë en ce qui concernait du coup la nationalité de ces Zainichi coréens qui eux étaient restés sur place. À ce moment-là, personne ne savait vraiment quel statut ils étaient censés avoir.
Et cette situation-là, elle s'est pas mal accentuée après la séparation de la Corée en 1948, ce qui a amené une véritable discrimination juridique, on peut le dire, puisqu'à partir de 1950, tous les Coréens Zainichi, ils ont été totalement déchus de leur citoyenneté japonaise, perdant ainsi parmi tous leurs droits, le droit de vote. Alors depuis cette époque-là, le cas des Coréens Zainichi au Japon, soit environ 430 000 personnes encore, c'est un sujet qui est très lourd, c'est un sujet qui est encore synonyme de beaucoup de tensions entre la Corée et le Japon, et surtout c'est quelque chose qui revient très souvent sur la table. A savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui pour reconnaître le droit de vote, au moins aux élections locales, aux élections municipales, pour les étrangers qui ont établi leur domicile au Japon, en pointant l'article 93 de la Constitution, qui suggère l'autonomie locale des habitants au Japon. Mais malgré plusieurs tentatives, ce type de proposition s'est jamais vraiment passé, au niveau national en tout cas, ce qui fait que la question du droit de vote des étrangers, ça reste encore actuellement en débat. Mais pour donner quand même une petite note positive malgré tout, on voit de plus en plus fleurir, depuis plusieurs années maintenant, certaines municipalités qui ont accordé le droit de vote au niveau municipal aux étrangers, avec comme condition la plupart du temps qu'ils aient un visa permanent, voire même sans aucune condition, parfois, outre le fait de vivre au Japon pour plus de 3 mois, ce qui est quand même la condition globale, si c'est moins de 3 mois t'es touriste, donc voilà, il faut forcément être au Japon pour plus de 3 mois, et donc voilà, il y a donc 2 villes actuellement qui permettent aux étrangers qui y vivent de pouvoir voter au municipal, sans aucune condition encore une fois, et ça c'est les villes de Zushi, dans la préfecture de Kanagawa, et de Toyonaka, dans la préfecture de Osaka. On a d'ailleurs failli voir rejoindre récemment la ville de Musashino, qui est située juste à l'ouest de Tokyo, c'est pas très loin d'ici, dont le maire il disait vouloir créer une société multiculturelle, et donc laisser le droit de vote au niveau municipal aux étrangers de plus de 18 ans qui vivent dans la commune depuis plus de 3 mois, sauf que malheureusement le projet il a été totalement rejeté par les milieux nationalistes surtout, qui eux disaient que c'était la porte ouverte à l'octroi aux étrangers du droit de vote aux élections nationales, et voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire que comme vous pouvez voir, c'est encore un débat qui est très présent au Japon en ce moment plus que jamais, avec une grande partie des municipalités qui elles se sentent prêtes à ouvrir le droit de vote local, municipal aux étrangers, malgré encore une fois la réticence des conservateurs qui freinent encore aujourd'hui cette évolution au Japon. Le travail. Et oui, forcément, qui dit vivre à l'étranger dit qu'il y a tout un tas de professions auxquelles vous aurez jamais accès. Au Japon, dans un premier temps, on peut déjà parler des professions publiques, c'est-à-dire les fonctionnaires au niveau national, au niveau municipal, tout ce qui touche au juridique aussi, c'est-à-dire les juges, les procureurs, la politique aussi, forcément, s'ils sont déjà pas chauds pour donner le droit de vote aux étrangers, vous vous doutez bien qu'ils vont pas aussi facilement leur donner un poste au gouvernement. Enfin voilà, c'est pas très surprenant en réalité, parce que ça c'est un petit peu le cas dans la plupart des pays du monde. Des métiers qui sont interdits aux personnes de nationalité étrangère, même en France on en a. Mais en réalité, pour la plupart de ces métiers-là, encore une fois, il s'agit pas d'un problème genre d'étranger, il s'agit d'un problème de nationalité. C'est-à-dire qu'il est interdit à une personne qui n'a pas la nationalité japonaise de postuler pour ces métiers. Ce qui est donc le cas de toute personne étrangère qui vit au Japon simplement avec un visa, que ce soit un visa travail, un visa étudiant ou même un visa mariage. Et du coup, comment ça se passe pour une personne étrangère qui se fait naturaliser par exemple? Naturaliser, pour faire simple, ça signifie renoncer à sa nationalité d'origine et obtenir la nationalité japonaise en échange. Dans ce cas-là, effectivement, si vous obtenez la nationalité japonaise, la plupart de ces métiers-là s'offriraient à vous. Et ce, aussi surprenant que ça puisse paraître, même pour des postes politiques. Haha, vous l'avez pas vu venir celle-là. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même un véritable parcours du combattant se faire accepter dans le milieu politique japonais en étant étranger, même si tu t'es fait naturaliser et que t'as ton joli passeport japonais, mais techniquement, c'est possible. Et on peut citer par exemple le cas assez incroyable de Tsurunen Marute. Alors Marute, lui, il est né en Finlande en 1940 sous le nom de Turunen Martti. Je suis désolé s'il y a des Finlandais parmi vous, pardonnez-moi, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc après plusieurs voyages au Japon en tant que missionnaire religieux à la base, lui va totalement tomber amoureux du Japon, se marier avec une japonaise et décider quelques années plus tard de se faire naturaliser pour devenir un vrai citoyen japonais. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il choisit donc de japoniser son nom finlandais, qui devient donc Tsurunen Marute, qui est beaucoup plus simple à dire. Alors pendant plusieurs années, il va surtout être professeur d'anglais dans la préfecture de Kanagawa, tout en faisant des traductions de livres de littérature japonaise. Mais en 1992, Marute il se dit, voilà vas-y, être prof ça me saoule, moi ce que je veux c'est être premier ministre japonais et faire naturaliser tous les étrangers qui vivent au Japon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce qui est totalement faux, je suis désolé. Et par contre, il décide quand même de se présenter aux élections municipales de la petite ville de Yugawara, à Kanagawa, là où il habite. Et le truc, c'est que lui, depuis qu'il vit là, les gens ils ont commencé à le connaître. Les gens ils commencent à pas mal l'apprécier. On peut dire que c'est devenu un petit peu le mec cool, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est l'étranger très japonais qui vit à Kanagawa. Les gens le surkiffent. Et donc forcément, quand il se présente au municipal, tout le monde parle de lui. Ce qui fait que contre toute attente, le mec il va gagner les élections. Il va être élu. Il va même d'ailleurs en écrire un bouquin qui va devenir best-seller instantanément. Donc voilà, vraiment à ce moment-là, Marute, il est au top du top, tout le monde l'aime, tout fonctionne pour lui, vraiment c'est le Japanese Dream à fond. Mais
Malete, bah lui il est pas satisfait, tu vois, c'est un éternel insatisfait, lui il sait qu'il peut faire mieux que ça. Lui ce qu'il veut c'est pas les municipales, lui il veut faire partie de la chambre des conseillers, qui est l'équivalent du Sénat en France. Ce qui va donc l'amener à se présenter une première fois en 1995, où il n'arrive malheureusement qu'à la 4ème place avec 339 484 voix, soit 12,9% des suffrages. Ce qui en soi est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle quand même d'un Finlandais à la base, qui se présente pour faire partie du pouvoir législatif au Japon. Même arriver 4ème avec un handicap pareil à la base, c'est déjà incroyable. Mais forcément, Malete, vous commencez à le connaître maintenant, c'est pas le genre de gars à abandonner aussi facilement. Ce qui fait qu'il va se représenter en 2000 pour les élections de la chambre basse, cette fois-ci, où il sera malheureusement battu, malgré ses 34,3% de voix. C'est toujours aussi incroyable. Puis, encore une fois, un an plus tard, pour les élections de la chambre des conseillers, la chambre haute, où il échouera malheureusement encore une fois. Et à ce moment-là, forcément, bon, au bout de 3 essais ratés, il se dit qu'au final, bon, c'était peut-être pas fait pour lui la politique, et que son poste de professeur à Kanagawa, bah, c'était pas si mal que ça après tout. Non, t'as vraiment cru ça? On parle de Monsieur Tsurunen Malete! Bien sûr qu'il va pas abandonner aussi facilement, t'as cru quoi toi? Non! L'année suivante, en 2002, suite à la démission d'un des membres de la chambre des conseillers, Malete il va finalement être élu pour finir le mandat du gars qui s'est barré, et il va même être réélu en 2007. Drop the mic! Ce qui fait de Tsurunen Malete à tout jamais le premier Européen à siéger au gouvernement japonais. D'ailleurs, son statut d'étranger naturalisé japonais, ça fait que lui, il milite beaucoup au sein du gouvernement pour justement l'obtention du droit de vote au niveau local des étrangers résidant au Japon, dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin voilà, je ferme ici la parenthèse Tsurunen Malete, mais je vous avoue, j'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que ça casse pas mal l'image qu'on a souvent du Japon qui est totalement fermé aux étrangers, où c'est impossible de s'intégrer et tout ça, ce qui, malgré les apparences, n'est pas forcément vrai. Et cette histoire-là, bah, je trouve qu'elle le montre plutôt bien. Par contre, pour terminer sur le chapitre du travail, il existe 2 types de professions où là par contre, même naturalisé, hein, il est très compliqué pour pas dire presque impossible d'y travailler. Allez-y, à votre avis c'est quoi? Non mais, allez-y, j'attends que vous l'écriviez en commentaire. C'est bon? Vous avez mis quoi? Bravo! Et oui, il s'agit bel et bien de la police et de l'armée, ou plutôt les forces japonaises d'autodéfense, dit Etai en japonais, à savoir que suite à la défaite du Japon après la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé que le Japon n'était autorisé à avoir uniquement que des troupes de défense. Et donc, même si comme tous les autres métiers cités plus tôt, obtenir la nationalité japonaise, bah, ça peut te permettre en principe de postuler pour devenir policier ou membre des forces d'autodéfense, bah, la réalité c'est que le milieu il reste quand même extrêmement fermé aux personnes d'origine étrangères. On peut d'ailleurs trouver beaucoup de témoignages sur internet de Chinois ou de Coréens par exemple, qui, habitant au Japon depuis longtemps et parlant couramment japonais, bah eux ils souhaitent postuler, sauf qu'ils se rendent compte que, bah, dans une grande majorité des cas, ils sont jamais choisis au final. Et même si ça peut paraître choquant dit comme ça, bah quand on y réfléchit un petit peu, lorsqu'on parle de la police et de l'armée, c'est pas forcément surprenant. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent, par exemple dans le cas de l'armée, que le but de l'armée japonaise étant de défendre le Japon en cas d'attaque de pays étrangers, fait de prendre des Coréens ou des Chinois, ce serait prendre le risque que la personne au final elle refuse de défendre le Japon en cas d'un conflit avec la Corée ou avec la Chine. Et quand on connaît un petit peu le contexte géopolitique des 3 pays en ce moment, on peut pas trop leur donner tort à ce niveau-là. Enfin voilà en ce qui concerne le travail, hein, tout ça pour vous dire que bah, si votre rêve c'était de devenir comme le pote flic de Onizuka, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais vous pouvez toujours être prof de français. Les lieux interdits aux étrangers. Et on va donc terminer par ce point-là qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. On va d'ailleurs revenir un petit peu dessus juste après. Ce sont effectivement les endroits au Japon qui sont totalement interdits aux étrangers. Oh mon dieu, le loup est lâché! Le thème interdit! Ce genre de pancarte là, si vous traînez un petit peu sur l'internet japonisant, vous les avez certainement déjà vus. Mais en effet, bah, il existe au Japon certains endroits, ça peut être des restaurants, des bars, des nightclubs, des bars publics, qui sont totalement interdits aux étrangers. Et ça forcément, à une époque où le combat contre la discrimination c'est devenu aussi important dans nos cultures et dans nos sociétés, bah ça passe assez mal, on va pas se mentir. Moi j'en avais déjà un petit peu parlé dans un Dinomitsu l'année dernière où j'expliquais que, en réalité, quand tu vis au Japon, c'est quand même extrêmement rare que tu te retrouves confronté à ce genre d'endroit. Même si c'est vrai qu'ils existent. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas que vous pensiez que c'est quelque chose qui est généralisé et qu'on va vous refouler d'un restaurant à Shibuya parce que vous êtes des étrangers. Pas du tout. La plupart du temps, ces endroits-là, c'est des toutes petites enseignes qui sont tenues par des petits vieux japonais, même la plupart du temps, dont la clientèle, ça représente que certains locaux. Et eux, comme ils parlent pas anglais et comme ils veulent pas trop se compliquer la vie, bah, ils préfèrent interdire l'accès aux étrangers. Alors attention, je ne nie pas du tout le caractère assez négatif de la chose. Je comprends très bien que ça fasse parler et que les gens y voient un caractère discriminatoire. Je suis totalement d'accord à ce niveau-là. Mais encore une fois, juste ne vous dites pas que c'est quelque chose de très fréquent. La grande majorité d'entre vous, quand vous allez venir au Japon en voyage, vous aurez très peu de chances de tomber sur ce genre d'endroit. Et par contre, je trouve qu'il est très intéressant de comprendre d'où ça vient, les fameuses pancartes, la Japanese Only, parce qu'il y a une histoire derrière ça. Et pour la comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière en 1993, dans la ville portuaire de Hotaru, à Hokkaido.
Avant tout, il faut savoir que Hokkaido, qui est donc la deuxième plus grosse île de l'archipel japonais, située tout au nord, bah elle est très proche d'un autre pays dont vous avez peut-être entendu parler récemment, La Russie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, au nord, les Russes et les Japonais, ils sont pas très copains. Il y a même encore aujourd'hui, par exemple, un consciencieux à propos des îles Kouril, qui sont des toutes petites îles situées au nord, dont la Russie et le Japon continuent de se disputer les droits. Un litige qui a même amené à des accidents parfois, comme en 2006, où un pêcheur japonais a été tué d'une balle dans la tête par des gardes-côtes russes, qui pensaient que bah il était en zone russe, là où les autres Japonais disent que bah non, ils étaient bien en zone japonaise. Ce après quoi la Russie va platement s'excuser, tout en disant que par contre, s'il y a ce genre d'accident là, c'est à cause des Japonais, hein, parce que c'est eux qui viennent faire du braconnage ici là, donc c'est leur faute. Je vous jure, c'est complètement lunaire. Genre, dit d'une autre manière, c'est nous sommes désolés d'avoir buté un de vos gars, mais en même temps, c'est un petit peu de votre faute quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire que dans le nord du Japon, les marins russes, ils sont pas très bien vus. Pas se mentir, on les aime pas beaucoup. Et c'est donc comme ça que en 1993, dans la petite ville portuaire de Hotaru, il y a donc un monsieur qui gérait un onsen, qui sont encore une fois les bains dans les sources chaudes japonaises, et lui, bah il en avait un peu marre. Il en avait marre de voir débarquer des marins russes là qui respectent rien, qui foutent le bordel dans son onsen. Il en pouvait plus. Ce qui fait qu'un beau matin, il s'est dit cette fois j'en ai marre, et il a mis une pancarte devant le onsen, Japanese only, réservé aux japonais. Et donc voilà, forcément quand on connaît le contexte dont je viens de vous parler, on peut un petit peu comprendre ce qui a poussé le vieux monsieur à faire ça. À savoir que lui, la grande majorité des étrangers qui venaient dans son onsen, c'était les fameux marins russes. Et donc forcément, vous l'imaginez, la situation, bah elle a pas forcément plu aux gens qui se sentaient exclus un petit peu de ces onsen, qui ont été se plaindre donc pendant des années à la municipalité qui jouait un petit peu au jeu du « j'ai pas vu, j'ai rien entendu ». Je sais pas. Non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la ville de Hotaru, bah, elle a bel et bien admis que, effectivement, ouais, c'était de la discrimination, mais comme c'est écrit nulle part dans aucun texte de loi que c'est illégal, bah, eux, ils pouvaient rien y faire. Mais le truc, c'est que des commerces qu'on avait ras le cul des marins russes dans le coin, il y en avait plein. Et quand ils ont vu que ça avait l'air de bien fonctionner pour le onsen, bah ils se sont dit bah attends, pourquoi lui et pas nous? On va faire pareil. Et c'est comme ça qu'on a pu voir de plus en plus dans les villes tout autour, bah, des bars, des restaurants, des coiffeurs, voire même des magasins de sport qui ont commencé petit à petit à imiter le onsen en affichant la fameuse petite pancarte Japanese only. Et du coup voilà, c'est ça qui a été repris un petit peu partout par les petits commerces, des clubs, etc. dont les gérants qui eux vivent très bien avec leur petite clientèle d'habitués japonais, ils préfèrent mettre une pancarte Japanese only pour pas avoir à faire face à des clients étrangers qui parlent pas japonais et avec qui ils se sentiraient peut-être un peu mal à l'aise. Alors, je précise juste, parce que je vois les gens arriver en commentaire, je suis pas en train d'essayer de leur trouver des excuses ou quoi que ce soit. Là, ce que je vous dis, c'est leur manière de penser. Et d'ailleurs, pour revenir rapidement sur le onsen de Hotaru, parce que oui, il y a une suite, et vous allez voir, c'est croustillant. Après donc que le onsen ait décidé d'interdire l'accès à toute personne non japonaise, bah, il y a un groupe de plusieurs familles, d'Allemands, d'Américains, etc., tous vivant au Japon depuis plusieurs années et tous mariés à des Japonais et des Japonaises qui ont voulu se rendre dans le fameux onsen, où ils étaient déjà allés, avant que ce soit interdit. Sauf que, bah, comme vous l'imaginez, en arrivant au onsen, tous les caucasiens du groupe, ils se sont vus refuser l'entrée. Alors forcément, eux, ils étaient assez choqués, et quand ils ont demandé pourquoi, on leur a expliqué que c'est parce que les marins russes foutent le bordel, etc. Enfin voilà, on en a déjà parlé, mais eux, ils étaient en mode, ok, je comprends, mais nous on n'est pas des marins russes. Ça fait plus de 10 ans qu'on vit ici, on a des familles japonaises, des enfants japonais, et surtout on connaît très bien les règles des bains. On va pas foutre le bordel. Ce à quoi on va leur donner une réponse... Comment dire? Vous êtes pas prêts. Oui, mais si on refusait l'entrée que aux Russes, ce serait de la discrimination envers les Russes. Donc nous on préfère refuser tous les étrangers. Comme ça, c'est pas de la discrimination. Bah ouais, logique. Du coup, après ça, le petit groupe, qui tournait toujours devant le onsen, ils ont dit que, bah, dans ce cas-là, pourquoi ils avaient laissé rentrer leur ami chinois? Et comment ça se passait pour les petits, qui eux étaient métissés? Ils peuvent rentrer, ils peuvent pas? Et là, encore une fois, réponse incroyable. Alors, déjà, en ce qui concerne le chinois, ils ont été le chercher, ils l'ont foutu dehors, en disant, excusez-nous, on n'avait pas fait attention. Et pour les enfants, ils ont dit que, bah, s'ils avaient une tête plutôt japonaise, ça va, ça passe. Par contre, s'ils avaient une tête un peu trop étrangère, là, ça passe pas. Là, ça marche pas. Enfin voilà, ils ont très vite compris que en réalité c'était surtout une question d'apparence. C'est-à-dire que du point de vue du patron du onsen, bah lui il avait reçu tellement de plaintes de ses clients qu'il voulait plus qu'ils se sentent mal à l'aise. Et comme la majorité des gens, bah ils savent pas faire la différence entre un russe, un allemand, un américain, bah lui préfère interdire tout le monde, quitte à refuser des gens qui n'ont rien fait, pour ne pas que les clients puissent ne serait-ce que penser que ce sont des marins russes. En vrai ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé avec les tatouages aussi dans les onsen, où pour éviter que les yakuza ils viennent dans les onsen et fassent peur aux autres clients, bah les onsen ils ont commencé à interdire les tatouages, parce qu'ils pouvaient pas mettre un panneau interdit aux yakuza. Vous imaginez bien. Alors, encore une fois, aujourd'hui en 2022, ce genre d'endroit, ça reste suffisamment rare pour ne pas que vous y soyez confronté en venant au Japon. Même si on a pu voir quand même une petite montée des commerces qui affichaient une pancarte réservée aux Japonais pendant la pandémie de coronavirus, surtout à cause de certaines rumeurs en fait, qui disaient que c'était surtout les étrangers qui faisaient se propager le virus. Enfin vraiment, on a vu des trucs assez stupides, genre ça.
Même si cette information, qui encore une fois est totalement fausse, a été débunkée par la suite. En fait, le problème il vient surtout du fait qu'il n'y a pas encore de réelle loi qui interdit ce type de discrimination, même si on voit de plus en plus de Japonais qui militent pour rendre la chose illégale et faire interdire ce genre de pratique. Bien écoutez, pour terminer, je dirais que je trouve qu'on est un petit peu à une époque charnière, j'ai l'impression, en ce qui concerne le combat contre la discrimination au Japon. Encore une fois, le contexte historique japonais fait qu'il y a beaucoup de points sur lesquels, avec un regard occidental en tout cas, on peut se dire que le Japon a encore beaucoup de progrès à faire, en ce qui concerne la question des étrangers. Mais malgré tout, on voit tout de même de plus en plus de gens, que ce soit parmi les citoyens japonais, voire même parmi les politiciens, qui eux militent de plus en plus, pour mettre à jour des lois japonaises un peu vieillottes, qui rentrent en contradiction avec l'époque actuelle, voire même en créer de nouvelles, pour lutter contre certaines injustices, comme les panneaux Japanese Only dont on parlait tout à l'heure. Il y a même le premier ministre Kishida lui-même qui a annoncé récemment que pour lui, dans le contexte de crise démographique et de manque de main-d'œuvre qui frappe le Japon actuellement, il était d'autant plus important que le pays s'ouvre plus à l'étranger. Et que lui, par exemple, il souhaitait doubler le nombre d'étrangers qui venaient étudier au Japon et faire en sorte qu'il soit plus simple de venir y vivre et y travailler. Alors oui, il y a encore beaucoup de points qui sont assez paradoxaux, on va pas se mentir. Et je vous avoue que personnellement, en bientôt 12 ans de vie ici, j'ai même vécu pas mal de ces changements. Et j'espère que le Japon continuera sur cette voie, surtout quand on sait que, comme l'a dit Kishida, l'ouverture à l'étranger, ça va devenir de plus en plus une question cruciale pour l'avenir du pays. Sur ce, on arrive donc sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un sujet qui était un petit peu touchy, mais que j'ai trouvé ultra intéressant à traiter. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me donner un petit peu votre avis en commentaire, sans animosité, on peut débattre de ce genre de choses sans s'énerver, vraiment. Et sinon, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le partage, l'abonnement aussi, on arrive bientôt aux 150 000 abonnés. 150 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait vraiment super cool, donc n'hésitez surtout pas si c'est pas déjà fait. Et sinon, comme d'habitude, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc écoutez, c'était Mitsu, je vous fais des big bisous. Bye!